Écoutez, bienvenue à la Villa Good Tech. Je suis Alexandre Zapolski, je suis le fondateur et le président de l'Inagora. On est ravis de vous accueillir pour ce meet-up en présence de deux de nos tech leads, éminents tech leads, qui nous font le plaisir d'être avec nous sur Paris. Ils étaient là déjà la semaine passée, puisqu'on a fait un barcamp avec l'ensemble des équipes software de la société. Et puis ils sont encore là cette semaine justement pour faire quelques rendez-vous clients, mettre au point une solution qui va bientôt être mise en prod qui s'appelle avocat.fr. On va fournir pour l'ensemble des avocats de France, donc potentiellement jusqu'à 74 000 avocats utiliseront cette plateforme-là, un mail souverain basé sur TweakMail, un drive souverain sur T-Drive, et je crois qu'on leur fournit aussi la partie de chat ou pas, pas pour le moment. Voilà, et donc il y a des travaux là de finalisation parce que je crois que ça ouvre le 14 février, hein, c'est ça, pour la Saint-Valentin. C'est le cadeau d'amour de l'Inagora pour les avocats de France. On les a bien gâtés au cours des 20 dernières années, hein, par ailleurs, hein, nos amis avocats. Mais bon, voilà, on leur fait un cadeau de plus. Et donc, ce soir, on a la chance d'avoir avec nous Benoît Tellier. Benoît, c'est un... je te vois prendre ton micro, tu interviens, hein, tu parles quand tu veux. Benoît, c'est un ancien en fait de l'Inagora. Il a une histoire un peu particulière. Il a commencé chez nous comme simple stagiaire au Vietnam. Ensuite, il a continué via un VIE. On est originaire en fait de la même école, de l'Institut national des télécoms. Et puis, il a gagné du grade. Il est devenu patron de nos activités en fait au Vietnam. Et depuis quelques mois, il a décidé de revenir en France. Et il vit du côté de Lyon. Et la particularité de Benoît, c'est d'avoir pris la tête de l'une des communautés aujourd'hui les plus dynamiques de la Fondation Apache, qui est cette communauté qui s'appelle GEMS, dont il va vous parler ce soir. GEMS, la vocation de GEMS, c'est d'implémenter le protocole JMAP. Donc voilà, ça va parler ce soir de JMAP, de GEMS. Mais enfin, je ne vais pas déflorer sa présentation. Il va vous présenter ça en long, en large, en travers. Le principe aussi d'être sur un format assez convivial et restreint comme celui-là, c'est il ne faut surtout pas hésiter à un moment donné à lever la main et puis à m'interrompre ou à les interrompre et poser en fait vos questions. Il faut que ça soit dans l'idéal le plus interactif possible. Je compte aussi sur vous, là, messieurs, pour assurer cette interactivité. Et puis, dans la foulée, on a sollicité le général Xavier Guimard, qui vient donc qui est un jeune retraité qui nous a rejoint il y a quelques mois, mais avec lequel on a eu la chance de travailler au cours de ces 2 dernières décennies. Alors les gendarmes, vous le connaissez bien, hein, Xavier, puisqu'il a co-construit une grande partie en fait du numérique de la gendarmerie, avec certains d'entre vous d'ailleurs présents dans la salle. C'est un des grands faiseurs de logiciels libres en France. Et au-delà de ça, c'est que, y compris quand il était gendarme et donc général de gendarmerie, il était et il reste en fait un des grands contributeurs Debian, puisqu'en fait c'est le... T'es quoi? T'es le plus grand packager ou l'un des plus grands packagers de paquets Debian? Deuxième, troisième. Hein. Bon, il gère toute la pile JavaScript, tu en parleras si tu veux, en fait, c'est pas l'objet de ce soir, mais donc c'est un engagement extrêmement fort en faveur en fait du logiciel libre depuis des années. Et puis vous le savez peut-être aussi, il est à l'origine de l'Emon-LDAP NG, qui est la version gendarmerie nationale de l'Emon-LDAP, qui avait été inventée par, pour le coup, un fonctionnaire du ministère des Finances, notre copain Éric Germand. Et donc Xavier avait fabriqué une branche en fait de l'Emon-LDAP avec un peu des nouveaux paradigmes. Et nous, l'Inagora, on a toujours accompagné l'Emon-LDAP puisqu'on a toujours été les développeurs principaux dans le fond de l'Emon-LDAP, quelles que soient les générations de développeurs qui se sont succédés. Et donc on est très content de boucler la boucle et finalement d'avoir aussi à travers Xavier l'Emon-LDAP qui revient dans le périmètre des offres logicielles de la société. Mais tu n'es pas là pour parler spécifiquement ni de Debian ni de l'Emon-LDAP ce soir. Tu seras là plutôt pour nous parler de TweakChat, puisqu'on ne pouvait pas accepter que sur le marché, il n'y ait que des offres freemium ou COS, Commercial Open Source Software, c'est-à-dire
du faux logiciel libre et donc du vrai propriétaire qui implémente le protocole Matrix, dont on pense par ailleurs que c'est le bon protocole pour faire aujourd'hui de la messagerie instantanée, donc des équivalents à WhatsApp ou à Telegram. Et donc on s'est mis en tête d'avoir une version complètement libre et open source de clients qui pourront en fait exploiter le protocole Matrix. Et donc chez nous, ça s'appelle Twig Chat. Donc ce qui est amusant, c'est que le surnom de Twig Chat, si vous gardez que le T pour chat, ça fait chat. Donc voilà, il y a un petit jeu de mots par rapport à ça. Et donc, bon, tu vas nous présenter tout ça. La beauté du truc, c'est que bien sûr, c'est totalement compatible, puisque Matrix est un protocole fédéré, c'est tout à fait compatible avec CHAP, donc qui est la solution de l'État. Donc Chat communique avec CHAP. Bon, on va un petit peu se perdre en fait dans les appellations, ou peut-être qu'au final, on arrivera bien à se retrouver. Et pour en avoir discuté au FOSDEM avec l'équipe, le système intégrateur qui a fait le projet du Luxembourg, donc Lux Chat, le mec est carrément enthousiaste quand je lui ai dit qu'effectivement, ce qu'on faisait en fait sur Twig Chat, c'est donc parce qu'aujourd'hui, l'autre grande solution qui existe sur le marché, c'est la solution de Element, qui est une très bonne en fait solution, mais qui a un énorme défaut, qui est donc de ne pas être totalement libre et open source, ce qui nous pose problème, et ce qui devrait poser problème à tous ceux qui cherchent des solutions réellement souveraines, voilà, sur lesquelles en fait bâtir ce que nous on appelle l'infratech souveraine de l'État quand il s'agit de l'État. Je voudrais pas être trop long. Qu'est-ce que je vous aurais pas dit? Qu'à la fin de la soirée, il y a un petit moment de convivialité. Voilà, donc restez avec nous. Il y a quelques bonnes bières et voilà, il y a un petit un moment d'échange assez informel. Vous donnez quel format là d'intervention? Bon, ok, bon, super, ça va aller rapide. Plus les questions et les réponses. Allez, je me tais. Soyez les bienvenus. Bonne soirée. Puis moi, je file aller écouter Paloméros. Voilà. Je vous laisse, mais Michel Marie sera là pour prendre la suite. Bonne soirée à vous. Merci pour cette belle introduction. Oh, d'accord. Merci Alexandre et merci pour cette belle introduction. Alors, donc du coup, l'Inagora, on fait du logiciel libre depuis l'an 2000 et on a à cœur de vous permettre, à travers le logiciel libre, d'atteindre la souveraineté numérique. C'est notre cheval de bataille. On a plusieurs activités, du support par exemple avec l'OSA, mais aussi une activité d'éditeur logiciel avec Twig Workplace que je vais vous présenter ensuite, Linshare qui est une solution de partage de documents, ainsi que Linto qui est un assistant vocal. Donc, voilà, peu ou prou. Donc, Twig Workplace, c'est quoi? Ça se veut l'équivalent de Office 365, donc avec une messagerie que je vais vous présenter, un chat que Xavier va vous présenter, ainsi qu'un drive qui permet de facilement partager vos fichiers. Donc, pourquoi faire une nouvelle messagerie? Eh bien, la première conviction que j'ai et que je porte, c'est que pour avoir une solution de messagerie souveraine, le seul moyen de faire ça, c'est en utilisant des protocoles ouverts, open standards en anglais, de manière à ce qu'un acteur n'ait pas un avantage indu par rapport aux autres. Et est-ce que quelqu'un dans l'assistance peut me donner un protocole ouvert pour faire de la messagerie? Allez, allez. Oui. Oh, POP3, alors c'est très vieux, ça a dû naître dans les années 80. Avec ça, je peux télécharger ma boîte mail sur mon PC, mais c'est pas très multi-device. Est-ce que quelqu'un connaît autre chose? IMAP version 4, c'est correct. Alors là, pour le coup, on est sur un protocole qui est plutôt né dans les années 90. Est-ce que dans la salle, on a des gens qui connaissent la syntaxe d'IMAP? Ah, d'accord, donc ils n'ont pas pu venir. Et combien est-ce qu'il y a de RFC IMAP différentes? Exactement.
Et tant qu'on y est, est-ce que ce qui permet de resynchroniser son compte en IMAP est dans le corps de spécification? Du tout l'intention de finir en hôpital psychiatrique. Donc la réponse est non. Globalement, IMAP est un cauchemar. C'est effectivement un standard, ça permet effectivement de lire ses mails, mais c'est absolument inadapté aux enjeux de messagerie d'aujourd'hui, enjeux qui sont du temps réel. J'imagine aussi que vous avez tous 2 téléphones portables, 3 tablettes, 2 laptops et puis le PC fixe, et que tout ça resynchronise en live les messages avec le dit serveur. Vous voulez du temps réel, il y a beaucoup plus de charges parce qu'on reçoit plus de mails et qu'on a plus de terminaux qui se resynchronisent en parallèle. Donc, administrer une architecture de messagerie qui se base sur IMAP, c'est quelque chose de cher, de compliqué. Je pourrais rentrer dans tous les détails techniques, mais allez, par exemple, le concept du ID et de Message Sequence Number, qui fait qu'on est obligé de garder une connexion active, la notion de select, etc., etc. IMAP, en fait, c'est un protocole d'un autre temps. Et ce protocole d'un autre temps, aujourd'hui, jusqu'à à peu près 2015, était la seule solution pour faire du mail souverain. Et qu'est-ce qui a changé en 2015? Et en 2015, il y a une petite boîte australienne qui a proposé un protocole standard basé sur HTTPS et du JSON qui permet de faire du mail. Et ça fait donc globalement du temps réel. La resynchronisation est au cœur du protocole. Ça supporte l'event source, le WebSocket. Il y a aussi tout un tas de mécanismes pour minimiser les échanges réseau. Et ils ont porté le sujet en 2016 au sein de l'IETF et ça a fini par devenir après, comme vous pouvez le voir, un long et fastidieux combat, une RFC, donc un standard. Et nous, on suit l'aventure de JMAP depuis 2015. En tant que stagiaire, je suis arrivé et commencé à contribuer le début de l'implémentation JMAP dans James. Voilà, donc globalement, si on angle un petit peu cet aspect-là sur le côté de l'écologie, globalement, la consommation d'électricité est partagée entre les terminaux, les data centers et le réseau, et globalement, via l'efficacité de la resynchronisation, via la réduction de l'usage du réseau, donc pas de connexion persistante, minimisation des transferts de données, minimisation des round trips, JMAP est à même d'aplatir un peu le camembert sur la partie orange. Voilà. Donc voilà une liste de mécanismes que le protocole JMAP met en œuvre pour parvenir à faire ça. Alors justement à Open Source Experience et à Capitole du Libre à Toulouse, j'avais une autre présentation plus terre à terre avec une batterie d'exemples et du live coding avec des requêtes JMAP qui permettent de vraiment bien voir comment tout ça s'articule. C'est plus technique, je peux montrer, je peux expliquer si vous voulez, après, avec une bière. Voilà, donc globalement les résultats sont là, c'est beaucoup plus facile de passer à l'échelle avec du JMAP. Pourquoi on peut faire du cache? Les identifiants sont immutables, on réduit drastiquement le nombre de requêtes traitées et globalement, à volumétrie égale, JMAP génère beaucoup moins de requêtes. Voilà, et globalement, depuis 2015, on est vraiment impliqué au sein de l'IETF et nos contributeurs ont porté 2 spécifications, une pour les accusés de réception et une autre pour les quotas. Voilà, donc on vient de remettre à plat l'architecture email sur la partie standard. Et ça, en fait, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Et sur cette slide,
il y a une différence fondamentale entre l'approche de l'Inagora et l'approche des autres acteurs. C'est subtil. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance sait ce qu'est la Apache Way? Monsieur Pacou n'est pas encore arrivé. Alors, la fondation Apache, c'est une très grosse fondation de logiciels libres voilà, qui abrite tout un tas de projets structurants en termes d'infrastructure. Et la particularité de la fondation Apache, c'est que c'est vendor neutral. Donc, globalement, c'est une méritocratie. On reconnaît des droits aux personnes en fonction de leur implication. Et je dis bien aux personnes et non pas aux entreprises. Et cette indépendance est activement mise en place par les commissaires de la fondation Apache. Ça veut dire que moi, tous les mois, je dois justifier de la bonne santé du projet, mais aussi de son indépendance. Le code est évidemment sous licence Apache version 2, la particularité étant de garantir une capacité de collaborer, de réutiliser le code avec très peu de contraintes, uniquement sur la trademark. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance connaît un autre serveur de messagerie qui est en gouvernance ouverte, open governance? Et non, ça ne veut pas dire prendre en compte le feedback des utilisateurs. Certains des gens à la MCE le pensent. Alors, voilà. Mais globalement, l'idée ici, c'est de complètement éviter le vendor lock-in. Demain, l'Inagora ne peut pas changer la licence du serveur Apache Gems. Ça restera Apache version 2 à vie. Et en fait, on utilise Apache Gems comme base pour bâtir un serveur de messagerie, un groupware, voilà, intégré aux solutions de l'Inagora, mais en termes d'empreinte de code, on est à 90% de code dans la fondation Apache et 10% de code du fonctionnel, des choix produits de l'Inagora, qui, eux, sont sous licence AGPL, et là, pour le coup, sur lequel la gouvernance est celle de l'Inagora. En termes d'architecture aussi, on est reparti un petit peu d'une page vierge. Donc, l'idée derrière Apache Gems, c'est de dire que mes serveurs de mail sont stateless. Ils ne stockent pas d'état. Donc, on s'appuie sur des bases de données tierces pour gérer cet état. Donc, il y a Cassandra, qui est une base de données NoSQL qui supporte un gros volume d'écriture et qui est hautement disponible. Ça a été contribué par Facebook, au passage. Un standard dans le milieu de la messagerie qui est moderne, qui est de s'appuyer sur S3 pour le stockage du contenu des mails. Alors, je pense que, à part les personnes qui restent sur Cyrus, tout le monde aujourd'hui s'appuie sur S3 pour faire des serveurs de mail. Voilà. RabbitMQ, qui est le composant qui nous permet d'être complètement stateless et sans état. Donc, c'est utilisé pour faire du messaging entre les nodes Gems et permettre une communication, par exemple, entre les différentes sessions IMAP d'un même utilisateur, et une recherche distribuée qui est faite via OpenSearch. Alors, pas plus Elasticsearch, je suis désolé, mais OpenSearch pour des raisons de licence. C'est subtil, je peux expliquer ça autour d'une bière. Pour la partie supervision, on est sur du Kubernetes, tout est dans des conteneurs, orchestration, pardon, et la partie supervision, on est compatible avec Prometheus, Grafana, et on fait des logs structurés. Donc, exploitation facile, pas besoin de s'embêter avec du Kibana pour parser les logs, etc. etc. Voilà. Une autre particularité qui a des mémoires de cours de Java dans la salle. Est-ce que vous savez ce qu'est un servlet?
un servlet, c'est par exemple ce qu'on utilise dans Tomcat pour brancher un comportement arbitraire au sein du serveur HTTP. Eh bien, James, ça a été pensé, c'est un cousin de Tomcat, ça vient de Apache Jakarta, ça a été pensé comme étant le mailet, le servlet du mail, donc qui permet de brancher n'importe quel comportement dans le processing d'un email. Et évidemment, cette idée a fait des émules. On a commencé à mettre des plugins un petit peu de partout pour personnaliser en détail et facilement le comportement de James. Donc, par exemple, j'ai des clients, bon, j'en parlerai plus tard. Voilà. J'explique et je montre en détail comment faire des mailets et comment mettre ça en place sur son projet. Et ensuite, on arrive à Twakemail. Twakemail qui s'appuie en grande majorité sur Apache James en back-end, avec une très fine surcouche qui, elle, est sous AGPL et sous gouvernance Linagora. Voilà, donc j'ai déjà expliqué ça. Et côté client, ça a été une très grosse frustration personnelle d'investir massivement sur JMap. Et en fait, il y avait un manque de clients pour lire ces mails en JMap. Et en étant à l'Inagora, je suis désolé, je sais faire qu'une seule chose, qui est me remonter les manches, motiver les gens autour de moi et proposer à la communauté un client de messagerie multiplateforme, donc sous Android et iOS, et aussi web, donc, grâce à la technologie Flutter, qui permet de lire ces mails de manière ergonomique. Voilà, donc JMap, j'ai déjà expliqué pourquoi le protocole JMap était un réel changement et un réel atout. Voilà. On a des intégrations natives avec des outils open source d'anti-spam et d'antivirus. Donc l'aspect sécuritaire est géré là aussi de manière 100% souveraine. Rappelez-vous que James reste modulaire, donc si on veut brancher d'autres briques, c'est complètement possible. Voilà. Très rapidement, donc Crook. Apache James a notamment été utilisé dans le cadre de Sesame Vital. Pourquoi c'est intéressant? Il y avait deux enjeux déjà, la volumétrie de données, 5 Tera, 500 gigas de mails par jour. Désolé, les chiffres ont été un petit peu augmentés depuis la slide. Enfin voilà. Et ensuite, une problématique de disponibilité, notamment avec une infrastructure multi-data center qui a été mise en place dans le cadre de ce projet. Donc, dès que vous allez chez un pharmacien, la facture ainsi que le scan de l'ordonnance transite vers votre caisse d'assurance maladie via un serveur James. On est intervenu en tant que consultant sur le projet. Voilà, donc une autre empreinte sur le monde de la santé, notamment avec le projet MS Santé qu'on a fait pour un acteur qui est le GCS SARA, donc avec des particularités notamment sur l'authentification, des particularités en termes de branchement avec les applications du GCS, et puis quand même une forte volumétrie. Voilà. Et d'autres personnes qui ont adopté ces solutions, c'est évidemment l'Estonie. Donc, le gouvernement estonien a décidé de mettre à disposition une boîte aux lettres souveraine à chaque citoyen estonien, qui peut recevoir et consulter ses mails gouvernementaux via cette boîte aux lettres. Il y a aussi une redirection d'adresse. Et là, pour le coup, on est sur beaucoup de petites boîtes. Voilà. Merci de votre attention. Vous avez des questions? Vous ne m'avez pas interrompu. Il n'y a pas eu de levée de main. Vous n'avez pas écouté Alexandre. Je vais me permettre un tout petit complément en tant que plus récemment arrivé à l'Inagora, donc j'ai découvert email à l'arrivée. Et la conséquence de JMap en termes pour l'utilisateur, c'est quoi? Déjà, l'application sur mon téléphone, elle démarre tout de suite. J'ai ma boîte aux lettres Debian en IMAP qui met 4-5 secondes à démarrer. La boîte email, c'est immédiat.
Quand je recherche dans un client de messagerie mobile, quand je fais une recherche sur les messages que le client a téléchargés. Donc, si vous prenez K9 Mail, hein, le principal, vous avez donc 25 mails. Quand vous faites une recherche, vous recherchez sur 25 mails. Et après, il vous propose d'aller rechercher sur le serveur, tout ça. Là. En fait, non, il ne va pas rechercher sur le serveur, il va télécharger tous les messages du serveur pour les indexer localement et faire la recherche. Et il ne fait pas tous les dossiers. Donc, en fait, la recherche sur le téléphone mobile, vous pouvez essayer, ça ne marche jamais. Quand on fait une recherche d'anti-mail, ben, c'est du web, il demande au serveur de faire la recherche. Donc, on a toute la recherche et tout de suite. Voilà, c'était juste je me suis permis ce petit complément, mais voilà, c'est la découverte de l'utilisateur récemment arrivé.